Bonjour à tous, voilà un exemple de ce à quoi vous allez être confronté dans le futur. Ici, pour se connecter à votre compte Microsoft, ça vous propose connectez-vous plus rapidement avec votre visage, votre empreinte digitale ou votre code PIN. Donc potentiellement des données biométriques. Moi, je dirais dans l'absolu, méfiez-vous toujours quand l'argument concerne des arguments de rapidité, etc. Quand quelqu'un vous demande de vous presser, c'est toujours louche. Que ce soit quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose, un client, etc. Surtout pour des choses importantes. Faut jamais vous dépêcher. Donc l'argument de la rapidité, ça doit pas être quelque chose que vous devez retenir. Donc comme j'ai dit souvent, vous avez pour l'instant l'option ignorer pour le moment. Pour le moment, ça veut dire un jour. Voilà. Donc, je me suis reconnecté aussi, ça faisait quelques jours, sur YouTube ce matin. Et ça me le propose pas à chaque fois quand il me reconnaît à nouveau, mais parce que j'utilise plusieurs ordinateurs. Mais ce matin, il m'a proposé aussi le même type de choses. Voulez-vous mettre en place un truc biométrique, etc. Donc, moi je vous le dis dès maintenant, le jour où pour ces plateformes ce sera la condition devenue sine qua non pour se connecter, de fournir des données biométriques, moi je partirai. Que ce soit le compte Microsoft que j'ai depuis plus de 20 ans, le compte Google, YouTube, aussi eBay je crois qu'ils s'y mettent, LinkedIn, etc. Je partirai de tout ça. On a des choix à faire dans la vie, chacun fait ses choix. Moi je partirai, donc je laisserai mon contenu sur ces plateformes et on trouvera un autre moyen. Il y a déjà Patreon, il y a Odyssée, c'est pas très dynamique, mais on trouvera d'autres moyens dans tous les cas. Faut être cohérent, on peut pas continuer à accepter le pacte avec le diable tout en dénonçant ce même diable. Non, il y a un moment, faut partir. Donc j'avais commencé à parler à droite à gauche de tout ça, mais sans rentrer en profondeur. Et il y a un abonné, merci à lui, qui a fait un lien entre plusieurs éléments. Donc on va essayer de clarifier ces différents concepts qui pourraient être des pièces d'un même puzzle, bien que, vous allez voir, leur mise en activation soit pas un événement unique, mais plutôt un processus graduel et mondial. Donc, première chose, le nouveau système crypto-digital. Les monnaies numériques de banque centrale, les MNBC, nommées aussi Central Bank Digital Currencies, CBDC en anglais. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait d'une version numérique de la monnaie nationale, comme l'euro ou le dollar, émise et garantie directement par la banque centrale du pays, comme la BCE en Europe. Contrairement aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, qui sont décentralisées, une MNBC est totalement centralisée et contrôlée par l'État. Je vais m'arrêter ici dans un premier temps. J'avais suggéré dans une vidéo que le crypto space en général était à la base une idée anarchiste, enfin les techno-anarchistes. Et on avait Robert Anton Wilson, qui était, on peut le dire, un anarchiste, qui avait été un des premiers, vers 96-97, à parler dans ses livres de crypto space et que ça apporterait de la liberté à l'individu, parce que ce serait décentralisé. Donc, moi, étant donné que la plupart de mon prisme mental considère qu'il y a, depuis la nuit des temps, je ne sais pas, mais un combat entre les forces du chaos, on peut mettre dedans les anarchistes, les anonymous, les assassins, les assassines, etc. Chaos, on s'entend bien, mais qui soutient aussi la liberté de l'individu, et de l'autre, les forces de l'ordre, style Templiers, Illuminati. Alors, et encore, Illuminati, c'est en cours d'investigation, on peut pas forcément dire qu'ils sont que du côté de l'ordre. Mais, il y a bien ces forces de l'ordre, donc, qui souhaitent maintenir le système en place, le système du capital, le système de l'argent, etc. Mais on verra tout à l'heure que les choses sont plus complexes qu'on pense. Il y a beaucoup de techno-capitalistes qui sont aussi libertariens, etc. Donc, ça complique un peu les choses. Mais des gens comme Robert Anton Wilson, des anarchistes, etc., étaient à la base de l'idée de crypto-espace, comme moyen décentralisé d'échapper à la centralisation des gouvernements, pour être clair. Et on voit bien que depuis quelques années, il y a des tentatives des gouvernements, ou des multinationales, style Visa, Mastercard et tout, de récupérer, de centraliser quelque chose qui à la base était fait pour être décentralisé.
Donc c'est une tentative bien sûr de récupération d'un contrôle quelconque. Alors, MNBC, pourquoi? Les objectifs officiels sont de moderniser les paiements, de réduire les coûts de transaction, de lutter contre la fraude et de renforcer la souveraineté monétaire face aux crypto-monnaies privées et aux géants de la tech. C'est ça d'ailleurs, le danger, c'est la peste ou le choléra. C'est d'un côté, on va parler de Sam Altman, d'OpenAI, etc. Vous avez d'énormes sociétés privées qui voudraient contrôler certaines cryptos, etc. Donc, c'est soi-disant, on vous propose d'un côté la liberté et l'autorégulation des marchés, etc. Comme la vision, par exemple, d'un Marc Andreessen qui participe au projet WorldCoin. Lui, c'est un techno-capitaliste qui considère que, notamment dans son manifeste, j'y reviendrai, dans son manifeste techno-optimiste, considère que le libre marché, la libre fluctuation des choses, est jusqu'ici le meilleur moyen de réguler les marchés. Donc d'un côté, on a des gros acteurs privés qui pourraient s'emparer de nos données biométriques, etc. Et de l'autre côté, on a des gouvernements qui veulent contrôler tout ça. Mais en fait, notre liberté, elle sera ni d'un côté ni de l'autre, en fait. C'est ça, liberté, je veux dire, la liberté de ne pas avoir ces données biométriques et potentiellement ces mouvements bancaires, etc., qui soient espionnés. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est à présent des MNBC? La plupart des grandes puissances économiques, Chine, Europe, États-Unis, etc., sont en phase d'expérimentation ou de projet pilote. L'euro numérique, par exemple, est en phase de préparation à la BCE. 2. On parle d'un autre sujet qui est ce qu'on pourrait dire la tokenisation du monde entier. La tokenisation, c'est un processus qui consiste à convertir un droit de propriété sur un actif, réel ou financier, en un jeton numérique sur une blockchain. Alors, je vous avais parlé il y a quelques années, quand j'étais enthousiaste face aux possibilités des NFT. Donc on avait le marché des NFT qui pour moi était tenu un peu par la mafia et tout, c'était devenu une sorte de scam, mais la technologie en tant que telle est très intéressante puisque un NFC pourrait permettre de créer un certificat de propriété, par exemple, d'un immeuble que vous souhaitez vendre, et vous pourriez faire une transaction de gré à gré directement avec la personne, tout en ayant une garantie. Donc ça permet d'échapper, de se soustraire au contrôle des gouvernements, etc., qui eux vous demandent toujours des subsides ou un pourcentage sur toutes ces transactions et qui vous pistent, qui vous espionnent. Hein. C'est comme on pense aux impôts qui nous ont demandé quelle était la surface de nos maisons, si on avait des piscines, tout ça, enfin de quoi je me mêle quoi. Tout ça pour nous ponctionner encore des impôts illégitimes. Donc oui, la promesse des NFT, mais pour toutes les choses légales, ça permettrait d'avoir un marché de gré à gré, mais décentralisé quand même, c'est-à-dire d'avoir des certificats qui permettent de se protéger, mais tout en fonctionnant de gré à gré. Alors bien évidemment, les gouvernements et autres, etc., vont arguer que c'est pas du tout sécurisé, qu'on peut se faire voler les données et hacker, mais en même temps, on voit que les solutions que les gouvernements proposent sont hackables également. Et après, c'est la grande problématique aussi vous savez, des constructeurs d'antivirus. Alors, antivirus, ça peut être au sens propre comme au figuré. Hein. Créer un virus pour pouvoir créer un vaccin derrière, mais je parlais plutôt des virus informatiques. Pendant des années, on a soupçonné des boîtes comme Norton, McAfee, etc., de créer eux-mêmes des virus et de les répandre, donc répandre la peur pour proposer une solution derrière, un produit qui va résoudre ce problème. Vous voyez ? Donc, qui nous dit que les millions de hackers à travers le monde ne travaillent pas en quelque sorte pour le système, c'est-à-dire pour arranger les gouvernements pour que davantage de sécurité soit mise en place, entre guillemets. Ce qui réduirait aussi, pour le coup, nos libertés. Bref, mais les idées de base du NFT sont bonnes. La promesse, rendre n'importe quel actif facilement divisible et échangeable, 24 heures sur 24, partout dans le monde. Cela pourrait démocratiser, entre guillemets, l'investissement en permettant d'acheter une fraction d'un bien très cher. Par exemple, vous achetez 0,01% d'un tableau de maître. Et comme
les transactions seraient visibles sur la blockchain, on a, si vous voulez, tout l'historique. Mais dans le fond, il s'agit aussi d'un même mécanisme qui est déjà en place pour les très riches, c'est-à-dire la titrisation des transactions, etc. Eux, si vous voulez, ils découpent les transactions et les actifs pour pouvoir mieux échapper, en gros, aux impôts. Là, pour les gens lambda, une tokenisation des choses, ça serait rien de plus qu'une titrisation, mais qui est déjà utilisée par les riches pour mieux baiser tout le monde. Donc, dans l'absolu, c'est pas un problème. Et après, les gens qui parlent de tokenisation du monde entier, quand ils sont uniquement critiques envers ce concept, ils comprennent pas que, oui, la technologie avance, etc., mais ça peut aussi nous garantir de plein de choses. Mais c'est pas, en soi, c'est pas la tokenisation du monde, entre guillemets, qui va davantage informatiser nos vies, puisque de toute façon, elles le sont déjà. C'est juste que actuellement, vous vous en rendez pas compte, mais vos comptes bancaires, etc., tout ça est surveillé et centralisé, mais de manière opaque, par les banques qui sont en micmac avec les gouvernements, etc., les services des impôts. Et vous êtes déjà surveillé, et tout est numérisé déjà, mais pas à votre avantage. Alors que la tokenisation, si elle était décentralisée, si elle le restait, ça permettrait d'échapper à tout ce contrôle gouvernemental, vous voyez ? Alors, quel est le lien de la tokenisation des choses avec les MNBC ? Dans un monde où les actifs sont tokenisés, les MNBC serait la monnaie native, entre guillemets, idéale, mais donc centralisée, celle-ci, pour acheter et vendre ces jetons de manière instantanée et sécurisée. 3. On a le KYC Visage ID. Donc, KYC, c'est Know Your Customer, c'est connaître votre client. Donc, l'identité numérique biométrique. Donc, pour que ce système fonctionne sans fraude, il faut pouvoir identifier de manière certaine chaque participant. C'est là qu'interviennent donc le KYC, Know Your Customer. C'est une obligation légale pour les banques et les institutions financières de vérifier l'identité de leurs clients, principalement pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Alors, ça existe depuis très longtemps, même avant l'informatisation des choses, tout ça. Il y a les formulaires TRACFIN qui sont faits à partir du déclenchement de certains seuils, même sans que les gens soient au courant, c'est-à-dire à partir de 3 000 €, on a besoin de votre pièce d'identité, derrière on va remplir un formulaire TRACFIN. Et TRACFIN, en fait, à eux seuls, c'est un... Comment dire ? Est-ce que on peut considérer TRACFIN comme un service secret ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une force de frappe assez importante pour pouvoir dépister le trafic de la mafia, blanchiment d'argent, terrorisme, etc. Donc ça existe depuis longtemps, même avant qu'il y ait des tokens, des jetons fongibles, etc. Après, ce à quoi il faut faire attention, évidemment, c'est... Ah oui, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, etc., il faut faire attention à ce qu'ils mettent en place, technologiquement parlant, pour tracer toute votre vie, à vous, citoyens lambda, sans problème. Il faut faire attention à ces arguments qui seraient avancés pour contrôler davantage votre vie. C'est ça le problème, bien sûr. Ensuite, l'identité numérique et la biométrie. Pour appliquer le KYC à l'échelle mondiale et numérique, les États et les entreprises se tournent vers des solutions d'identité numérique. Celles-ci combinent des documents officiels avec des données biométriques, reconnaissance faciale, scan de l'iris, empreinte digitale, pour créer une preuve d'identité infalsifiable. Alors, quoique, on a plein de films qui nous prévenaient de tout ça déjà. Je pense notamment au film Anges et démons, dans lequel on nous montre au début un scientifique qui travaille sur... quelque chose de très sensible, et qui s'identifie par l'iris. Ouais, en fait, il a suffi d'enlever l'œil à ce scientifique et de le tuer pour pouvoir accéder aux informations scientifiques. Donc, tout est falsifiable. Enfin, je veux dire, après, c'est juste de plus en plus dangereux. C'est-à-dire, vous avez une puce RFID sous la peau, faudra couper votre bras, quoi, pour pouvoir utiliser vos identifiants ou vous enlevez un œil. Donc je veux dire, c'est pas forcément très rassurant. Il n'y a rien d'infalsifiable. Et donc l'Union Européenne, par exemple, développe un portefeuille d'identité numérique européen, EIDAS, qui devrait être déployé d'ici 2026. Donc on va surveiller tout ça, mais moi, inutile de dire que je suis prêt à me retirer de tout ça à partir de l'instant où je considérerais
que ça ira trop loin concernant l'identité, la biométrie, etc. Mais de toute façon, je vais vous dire, hein, ça commençait à sentir mauvais déjà on peut dire, il y a 20 ans, hein, c'était encore sous Bush, pour aller aux États-Unis. On commençait à nous demander des portefeuilles biométriques pour entrer sur le territoire, hein. Donc qui contiennent la couleur de vos yeux, etc., etc. Déjà, ça, c'est inacceptable, en fait. Alors, il y avait une astuce à l'époque pour pouvoir... si vous passiez en passeport urgence ou rapide, on pouvait encore vous faire un passeport non biométrique qui était magnétique. Mais maintenant, ça c'est fini. Hein, mais déjà, ça sentait pas bon à l'époque. Hein. C'était vers 2004-2005, ça existait déjà. Bref, on continue. Donc, l'assemblage du puzzle. Quel est le lien entre tout ça, hein? Know Your Customer, identité biométrique, tokenisation du monde, etc. Eh ben, cet abonné, hein, qui m'a écrit, il a raison, il a marqué « c'est l'âge d'or en échange de l'identité ». Et ça reprend un petit peu mes travaux. Ça fait plusieurs années que je vous dis, moi qui connais bien les écrivains et les théoriciens du New Age, ça peut être Alice Bailey, ça peut être Annie Besant, ça peut être, pour remonter plus loin, Blavatsky, etc. Ou Marilyn Ferguson aussi. Moi, je me suis toujours dit, attention, quand il y a trop de choses bien gratuites, attention, parce que ça peut être vous le produit. Encore une fois, faut toujours réfléchir comme ça. Donc vous, si vous êtes un produit, ben, ça peut être par exemple... oui, on va donner un revenu universel à tout le monde, et on va en parler hein, par la suite avec le projet WorldCoin. Vous aurez un revenu universel et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une petite contrepartie. Vous devez avoir 36 vaccins maintenant pour pouvoir être éligible à ce revenu universel. Et il faut qu'on connaisse vos identités biométriques, et vous comprenez, il faut qu'il y ait une totale transparence sur vos comptes, il faut qu'on puisse... pister chacune des transactions que vous faites. Bah oui, c'est la contrepartie. Voilà. Donc évidemment, moi je me suis toujours dit, vous savez, il y a cet âge d'or promis souvent dans l'ère du Verseau par les théoriciens du New Age. D'ailleurs, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Est-ce qu'on nous parle d'un vrai âge d'or où on serait vraiment libre, comme Adam et Ève, et la technologie serait uniquement là pour nous aider? Oui, ça c'est l'idéal, bien sûr. Mais en attendant cette étape, il y a toutes les étapes intermédiaires. Et on pourrait nous faire croire que, regardez, un nouvel âge d'or arrive. Voilà, maintenant on a toutes les technologies pour devenir immortel, machin truc. Hein. Par contre, on va devoir vous contrôler encore. Hein. On va pas encore vous enlever les roues du vélo. Vous devez encore apprendre à tenir sur le vélo avec 4 roues, avec un peu d'assistance, vous comprenez? Donc ça fait longtemps, oui, que je parle de ce danger, effectivement. Donc la promesse de l'âge d'or, quelle est-elle? Les partisans de ce système mettent en avant une vision d'efficacité, de sécurité, d'inclusion totale, transactions instantanées et sans frais partout dans le monde, fin de la fraude et des activités illicites grâce à une traçabilité parfaite, comme si d'ailleurs on pouvait mettre fin aux mafias dans le monde. Moi je pense que c'est impossible, mais bon. Ils utilisent cet argument comme si eux d'ailleurs, même les politiciens, n'étaient pas eux-mêmes mafieux. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire, mais... Comme si c'était dans leur propre intérêt de mettre fin aux mafias, vous voyez ce que je veux dire? Donc on pourrait vous promettre l'accès universel aussi aux services financiers pour tous, même sans compte bancaire traditionnel. L'accès aux services de soins aussi. Automatisation des contrats et des processus administratifs. Verser des aides sociales, payer des impôts, etc. Alors, quel serait le prix à payer? L'échange de l'identité. Les critiques, effectivement, soulignent des risques majeurs pour la liberté individuelle. Surveillance généralisée. Chaque transaction, chaque dépense, chaque mouvement financier serait enregistré et potentiellement analysé par l'État et les banques centrales. Contrôle social et monnaie programmable. Une MNBC, comme on a vu tout à l'heure, pourrait être programmable. Donc là, on parle de crypto-monnaie, mais centralisée, c'est-à-dire contrôlée par les gouvernements ou de grosses multinationales comme Visa, Mastercard. L'État pourrait décider de limiter certaines dépenses, par exemple plafonner les achats de carburant, d'appliquer des taux d'intérêt négatifs directement sur votre épargne, c'est-à-dire vous ponctionnez votre épargne, ou même de faire expirer entre guillemets votre argent si vous ne le dépensez pas assez vite pour relancer l'économie. Du genre, votre RSA, il est valable un mois, hein, voilà. On vous donne 100 € de plus, mais c'est valable un mois, c'est-à-dire qu'à partir du 31 à minuit, s'il te reste 100 €
sur ton compte, bah, c'est ton problème, quoi. Tu vas les perdre le lendemain. Comme on le voit déjà hein, sur des abonnements même assez chers, sur des services en ligne américains, où on voit déjà ça. Vos crédits qui expirent. Et le problème que ça pourrait poser, c'est, vous vous souvenez des manifestations à, c'était où Ottawa, Toronto, vous savez, au Canada, où il y avait donc les camionneurs qui bloquaient tout pour manifester, parce que je rappelle que manifester est un droit. Eh bien, on avait l'autre abruti, là, qui avait demandé aux banques de geler leur compte bancaire, déjà. Déjà, il y a 5 ans, ça sentait pas bon, hein, pour la démocratie. Ou, par exemple, quand il y a des manifestations de camionneurs comme ça, eh ben, ils pourraient, même pas plafonner les achats de carburant, ils pourraient bloquer à toutes les pompes les achats de carburant pour camions, s'ils utilisent un carburant spécial. Et comme ça, indirectement, t'empêches les camions de venir manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si votre salaire de camionneur est versé par une multinationale qui utilise des MNBC, eh ben on bloquerait immédiatement votre salaire qui serait en crypto-monnaie gouvernementale. Hein, enfin, c'est extrêmement possible, bien évidemment. Enfin, on a la perte de toute vie privée financière. Hein, c'est la fin de l'anonymat que permet l'argent liquide. On a le risque d'exclusion aussi. Si votre identité numérique est compromise, révoquée, ou si vous refusez de vous y soumettre, vous pourriez être complètement exclu du système économique et social. Alors bien sûr, on peut toujours aller vivre dans la forêt, etc. Mais vous imaginez bien que ça serait l'enfer pour nous tous, quoi. C'est-à-dire, même en vivant dans la forêt, il y a des fois, il faut que vous achetiez un bidon d'essence ou de gaz, ou j'en sais rien, pour vous faire bouffer, ou même pour vous faire soigner dans un dispensaire, etc. Le problème, c'est que si tout était contrôlé par des MNBC comme ça contrôlantes, jusqu'à même la petite épicerie de province, etc., vous pourriez rien acheter, vous ne pourriez pas rentrer dans un dispensaire, une clinique, un hôpital, etc. C'est ça le problème, bien évidemment. Ensuite, on a un cas concret très intéressant, le WorldCoin. Le projet WorldCoin, qui est cofondé par Sam Altman, donc le créateur de ChatGPT et l'actuel directeur de OpenAI, est une illustration parfaite de ce qu'on décrit là dans cette vidéo. Il combine une crypto-monnaie, le WLD, une identité numérique mondiale, World ID, basée sur le scan de l'iris via un appareil appelé Orb, et la promesse d'un revenu universel distribué à tous les humains vérifiés, entre guillemets. Donc voilà, c'est clair que là on y est. Je vous avais montré tous ces films qui étaient précurseurs, je pense notamment à ce film Early Warning hein, de 1980, dont j'avais traduit le titre par Alerte précoce, dont je vous avais fait les sous-titres. Alors d'ailleurs, je m'étais aperçu qu'il existe aussi des sous-titres qui ont été faits par, je me souviens plus si c'était Égalité Réconciliation, ou par des gens dans le cercle de Salim Laibi. Ils avaient fait aussi eux-mêmes des sous-titres. Bref, moi à l'époque je ne le savais pas, je l'avais traduit aussi. Donc il est toujours dispo sur archive.org. On a ce film hein, qui nous prévenait de... Alors eux ils nous disaient attention, vous aurez une puce sous la peau. Et comme Serge Mona, etc., ou des gens comme nous ont prévenu la population, bah ils s'adaptent, ils changent de plan. Mais en fait, ils sont toujours là. Hein. J'ai une archive de magazine américain qui doit être 89 ou 90, qui présentait, faudrait que je retrouve, mais qui présentait en couverture, qui disait World Order, ordre mondial avec une monnaie mondiale, quoi. Ça fait 30 ans que certains en parlent, et vous voyez, ils sont toujours là, en arrière-plan. Et ça, pour moi, dans le prisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, le grand combat entre Templiers qui représentent l'ordre et les assassins qui représentent le désordre, le chaos. Ça, pour moi, ce désir de contrôle, hein, revenu universel distribué à tous les humains vérifiés, pour moi, on est plutôt du côté ordre, hein, Templier, dans mon schéma qui est particulier hein, de la vision du monde. Mais c'est totalement le film Harrison Bergeron, par exemple. Vous vous souvenez, il y a quelques années, je vous parlais de ce revenu universel, je vous disais « Attention !» Parce que ceux qui nous parlent de revenu universel nous parlent aussi de communisme désirable. Et là, on n'est pas loin de... Vous voyez, d'un organe centralisé qui décide de tout dans votre vie. Hein ? Vous aurez 1500 € par mois. Ah oui, mais à quel prix ? C'est ça, il faut faire attention.
Si c'est pas inconditionnel, faut refuser. Les seules conditions qu'on pourrait accepter, c'est par exemple de travailler une semaine sur 4 de manière tournante. Par exemple, une semaine sur 4, vous ramassez les ordures dans la ville. Le mois d'après, pendant cette semaine de travail, vous allez ramasser les carottes pour nourrir les habitants du village. Le mois d'après, vous voyez ? Mais il ne devrait pas y avoir de contrepartie en termes de santé ou sécuritaire. Du genre, faut que vous soyez transparent sur toutes vos transactions bancaires, ou faut que vous ayez 38 vaccins pour avoir ce revenu universel. Non. Ça s'appelle pactiser avec le diable. Donc, WorldCoin incarne précisément ce dilemme. L'offre d'une inclusion financière mondiale, hein, un âge d'or entre guillemets. Enfin, faut se méfier de tous les âges d'or qui seraient intermédiaires avant le vrai âge d'or que décrivent les théoriciens de l'ère du Verseau. Hein. Donc, en échange d'une donnée biométrique unique et irréversible, l'identité ou l'identité numérique. En conclusion, on peut dire qu'il n'y a pas de bouton d'activation unique et mondial, mais il y a plutôt une convergence de technologies, hein, MNBC, tokenisation, et de réglementation, Know Your Customer, identité numérique, données biométriques, qui construisent progressivement ce nouveau paradigme. La phrase de mon abonné, l'âge d'or en échange de l'identité, résume de manière très juste le débat fondamental que cette transformation soulève, celui de l'arbitrage entre la commodité, hein, c'est pratique, et la sécurité d'un côté, et la liberté, plus la vie privée de l'autre. Alors on va revenir plus en détail sur le WorldCoin de Sam Altman. Donc il s'appelle plus WorldCoin, maintenant il s'appelle juste World. Donc c'est un projet de crypto-monnaie. Il vise à permettre d'authentifier de manière fiable et anonyme. Alors ça, on va voir que c'est faux, ça peut pas être anonyme. Les humains en ligne à l'aide de données biométriques de scan d'iris, notamment afin de lutter contre les faux comptes en ligne et de fournir un revenu universel. Vous voyez donc, l'ennemi potentiel, il est là, il est dans ce type d'initiative, entre guillemets. Alors, manière fiable, bah on a vu que non. Hein, si on vous arrache un œil ou le bras pour avoir votre identifiant, bah, ça sera pas vous. Et la personne aura accès à toutes vos données. Donc fiable, non. Et anonyme, non plus. Hein. À partir du moment où il y a des données biométriques, je vois pas comment on peut les anonymiser. D'ailleurs, ils se contredisent puisque en 2023, la porte-parole de WorldCoin avait affirmé que aucune donnée personnelle n'a cependant été compromise, parce qu'il y a eu des hackers, hein, et que les données sensibles des utilisateurs sont chiffrées et inaccessibles par les opérateurs. Donc, potentiellement, si des données biométriques sont stockées forcément sur des serveurs, même si elles sont soi-disant inaccessibles par les opérateurs, en tant que telles, c'est pas anonymisé, puisque ce sont des données personnelles qui vous identifient en tant que personne. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais anonyme, non. Non. Donc WorldCoin est développé par l'entreprise Tools for Humanity, donc outils pour l'humanité, ça fait un peu communiste, hein, basé à San Francisco et Berlin. Fondé en 2019 notamment par Sam Altman, directeur général d'OpenAI, et soutenu par la société de capital risque Andreessen Horowitz. Alors, on va s'intéresser à cette société plus tard. WorldCoin espère fournir un moyen fiable et anonyme d'authentifier les humains en ligne, appelé World ID, donc identité mondiale, afin de lutter contre les faux comptes en ligne, oui, évidemment, un problème exacerbé par les avancées dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que eux-mêmes créent une solution, mais qui sera aussi un problème, et ensuite ils disent « Ah oui, mais non, ça c'est dangereux, donc on va apporter une solution au problème qu'on a créé. Hein » C'est un peu ça. La société donc a aussi annoncé que son jeton WLD, basé sur l'Ethereum, vise à rendre l'économie mondiale plus unifiée et équitable. Alors équitable, sauf pour les potentiels complotistes, entre guillemets, ou ceux qui seraient contre le système. Hein. Équitable, oui, si vous êtes une personne handicapée, PMR, une personne LGBT, etc. Oui, tout ça sera plus équitable pour vous. Par contre, si vous avez le malheur de critiquer le système, on vous gèle tous vos salaires, tous vos actifs.
c'est équitable pour tout le monde, sauf pour ceux qui sont pas d'accord. Hein. Elle a promis de distribuer gratuitement sa crypto-monnaie, un des objectifs étant de créer un revenu universel. Donc là, bien sûr qu'on peut voir que c'est politisé, que derrière ces initiatives... D'ailleurs, on voit comment ça fonctionne. Hein. OpenAI, d'abord, c'était à but non lucratif, et ça devait le rester. Et ensuite, il y a Microsoft qui a commencé à investir dedans, etc. Et ils sont en train de changer les statuts pour que ça soit plus à but non lucratif. Donc, on voit bien quels sont les intérêts derrière. Hein. Il y a Microsoft qui a mis des billes, etc. C'est d'ailleurs... Alors, Elon Musk, on peut le critiquer, etc. Mais il est parti, entre autres, parce que c'était devenu... Lui, il voulait que ça reste à but non lucratif. Et que les codes soient accessibles pour tout le monde. Et en fait, on voit que ça devient de plus en plus bien privatisé. Donc il fonctionne par étapes. Et pour moi, les forces de l'ordre, hein, style Templier, etc., enfin Templier moderne, sont derrière ce type d'initiative. Hein, parce que WorldCoin, on va dire, c'est pratique, machin, mais derrière, ils ont le projet de revenu universel. Donc ça veut dire que c'est complètement... Ils sont complètement en relation avec les vrais décideurs que sont les dirigeants des gouvernements, etc., à l'échelle mondiale. C'est évident. WorldCoin donc cherche à élargir son réseau en incitant les utilisateurs à scanner leur iris à l'aide d'un appareil en forme d'orbe. Et ça ressemble un peu à ce type de truc. Hein. Vous voulez vous connecter à votre compte Outlook plus rapidement, hein. Connectez-vous avec votre visage, votre empreinte digitale. Génial. En même temps, on comprend pourquoi, hein, puisque OpenAI, Microsoft, ils ont 200 ou 300 millions investis dedans, et c'est OpenAI qui crée le projet WorldCoin. Donc on sait d'où ça vient, quoi. Hein, on a compris. Donc là, on nous parle de tout l'argent qu'ils ont réussi à lever. Bah forcément, hein, il s'agit des Hills. Donc voilà. Alors, on va voir que tout ça peut contribuer à un néo-esclavagisme. Hein. Un rapport du MIT en 2022 a fait connaître des pratiques controversées des prestataires de services de WorldCoin dans les pays à faible revenu. À mon avis, ça concerne par exemple Axie Infinity avec les Philippines. On se rend compte qu'en fait, des soi-disant jeux vidéo se transforment en véritable travail, hein, notamment aux Philippines. On va y venir juste après. Donc voilà le danger aussi. Hein. Sur le plan économique et financier, les porteurs du projet WorldCoin ont l'intention de distribuer un revenu de base universel, mais le protocole WorldCoin n'est pas destiné à générer des recettes. Et donc requiert dès lors une source de financement tierce. Et c'est là, hein, pour moi, que réside le danger, c'est-à-dire c'est là que pourraient rentrer en forcing des gouvernements, ou aussi la Banque mondiale, vous voyez, enfin des organismes étatiques ou supra-étatiques, hein, puisque le WorldCoin en tant que tel n'est pas destiné à générer des recettes. Et pourtant, ils veulent distribuer un revenu universel, donc forcément, il faut que l'argent vienne de quelque part. Hein. Donc après, ça nous dit qu'il y a déjà eu des cyberattaques, etc., etc. Enfin, voilà. Même l'Electronic Privacy Information Center, principale ONG américaine de protection des données, qualifie WorldCoin de cauchemar potentiel en matière de protection de la vie privée. Hein. Donc on n'invente rien en disant ça. Alors, on va s'intéresser au fonds américain de capital risque qui est derrière notamment WorldCoin. Hein, c'est Andreessen Horowitz. Alors Marc Andreessen et Ben Horowitz. Donc lui c'est Marc Andreessen. Horowitz, on n'a pas sa photo. Ils étaient déjà derrière Netscape. Hein, c'était un des premiers navigateurs internet, créé en 1994 déjà. C'est ensuite devenu une filiale de AOL. Vous savez, AOL avec ce logo, avec la pyramide et l'œil, hein, quand même. Vous voyez, donc on est plutôt, comme je vous dis, hein, l'ordre, Templier, etc. Ensuite, les deux hommes investissent ensemble, ou à titre individuel, ou ensemble, dans des startups de la Silicon Valley, comme Twitter, LinkedIn,
Plus tard, il y aura aussi des investissements dans Foursquare, OpenSea, donc qui vend des NFT, vous savez, Zynga, Skype. Donc, typiquement le type d'individus qui investissent de l'argent. Alors, on ne sait pas d'où vient l'argent, hein, c'est là aussi. D'où vient l'argent derrière, mais ce sont des individus qui investissent dans toutes les plateformes que beaucoup de gens utilisent actuellement, hein, c'est-à-dire LinkedIn, Twitter, etc. Voilà, comme par hasard. Donc c'est pas n'importe qui, hein, ces mecs. En 2010, ils lèvent 650 millions de dollars. Début 2012, ils lèvent 1,5 milliard de dollars répartis dans un fonds principal et dans un second fonds, etc. En 2021, Andreessen Horowitz annonce lancer un fonds de 2,2 milliards de dollars dédié aux crypto-monnaies. Ils avaient investi aussi dans Coinbase, vous savez, une grosse plateforme qui permet d'échanger des vraies monnaies contre des crypto-monnaies. En octobre 2021, ils lèvent 150 millions de dollars pour Sky Marvis, l'éditeur du jeu vidéo Axie Infinity, où il peut y avoir des abus potentiels comme on va le voir, c'est-à-dire dissimuler des formes de travail, hein, un peu un néo-esclavagisme, on va le voir. Voilà, donc on va s'attarder un tout petit peu sur Marc Andreessen. Il a notamment publié le texte The Techno-Optimist Manifesto, dans lequel il célèbre le progrès technologique comme le fruit de l'ambition et de la réussite humaine, donc qui est sur le site de Andreessen Horowitz. Hein, on va s'y attarder tout à l'heure. Alors, ici on va analyser quelque chose qui est intéressant. C'est pour ça que je vous disais le combat millénaire entre les forces de l'ordre et les forces du chaos sont plus complexes parfois que ce qu'on veut bien penser. C'est que, je vais essayer de la faire courte, hein. En 2024, donc ce Marc Andreessen, il apporte son soutien à Donald Trump pour l'élection présidentielle de 2024. Il explique son soutien au candidat du Parti républicain par le virage anti-tech, anti-IA, anti-crypto et plus généralement anti-entreprise du Parti démocrate sous la présidence de Joe Biden. Marc Andreessen affirme par exemple que plusieurs fondateurs de start-up qu'il finance via son fonds d'investissement A16Z ont été débancarisés pour des raisons arbitraires et politiques, donc sous Biden. Donc, c'est pour ça que les choses ne sont pas si simples de dire eux c'est les ennemis, eux c'est nos alliés. Non, tout est gris en fait. Tout réside dans des zones grises. Et par exemple, quand on parle de Trump et des forces qu'il représente, on peut dire quoi? Que c'est un conservateur, un néoconservateur. On peut dire qu'il est très soutenu par les mouvements évangélistes, voire même peut-être certains membres du Ku Klux Klan, etc. Conservateur, pourquoi? Parce que on le dit anti-avortement, etc., etc. Et ça peut nous tromper parce que avant on avait un schéma des choses où la droite conservatrice pouvait être parfois contre le capital, anticapitaliste, ce qui, à mon sens, n'existe quasiment plus. Et on avait un côté conservateur réactionnaire sur la plupart des choses. Or maintenant, on a un mélange de capitalisme libéral. Hein. Trump, c'est un capitaliste et il est prêt à utiliser l'IA, les cryptos, enfin tout ce qui est possible, du moment que ça génère de l'argent. Mais ils sont conservateurs sur d'autres problématiques qui ne touchent pas au grand capital. C'est ça qu'il faut comprendre. Or, lui, le Marc Andreessen, il explique que les forces qui étaient derrière Joe Biden, bon, parce que lui, il n'y avait plus la lumière à tous les étages, tout le monde le sait, donc il s'agit de s'intéresser toujours aux forces qui sont derrière un président, comme avec Macron, c'est pareil. Et il dit que eux sont anti-technologie, anti-IA, anti-crypto, alors de manière schématique, c'est-à-dire que ils essayent selon lui, de décourager ce type d'entreprise. Je pense qu'on pourrait d'ailleurs comparer Biden là-dessus à François Hollande en France, hein. C'est-à-dire que, vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de riches qui se sont barrés à l'époque, et les Américains d'ailleurs prenaient peur, on disait « Ah, ça y est, les communistes reviennent », alors que c'était juste les socialistes, mais enfin bon. Vous voyez, on pourrait comparer pour les Américains, la vision qu'ils ont des choses. Et il disait que donc le gouvernement Biden était derrière la débancarisation
de certaines de ces startups dans la tech pour des raisons arbitraires et politiques. Donc on voit bien qu'il y a un combat qui est mené. Donc ce qui est compliqué à comprendre, c'est que ce mec-là qui semble un vrai capitaliste, quand même libertarien, puisque il écrit le manifeste, le techno-optimiste, mais c'est des libertariens de droite, hein. Ce sont des néo-réactionnaires, c'est-à-dire, comme je vous dis, ils sont conservateurs sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Ils utilisent quand même la technologie. Hein, et il est devenu donc conseiller informel du président Trump quand même. Donc c'est des gens qui ont de l'influence et qui influencent les conservateurs. C'est pour ça que je parle de force de l'ordre templière entre guillemets. Si les Templiers existent toujours aujourd'hui, si leur ordre existe toujours, pour moi ça correspond exactement à ça. Ça correspondrait exactement à ça, à ce qu'on peut voir notamment dans le jeu Assassin's Creed, c'est-à-dire des gens qui ont des valeurs traditionnelles, voire réactionnaires et conservatrices, mais qui utilisent les technologies dernier cri. Ça correspond exactement à l'entreprise Abstergo, hein, Abstergo Industries, dont voici le logo, qui peut ressembler à celui d'AOL, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, c'est les mêmes forces. Et paradoxalement, oui, on nous dit parfois des vérités dans les fictions ou les jeux vidéo, ou dans les films, mais sous forme de fiction. Et on vous égare dans les journaux télévisés, dans ce qui est censé être la vérité, la réalité, bien évidemment. Vous l'avez compris depuis longtemps. Donc, néo-réaction, on avait ce terme de néo-réactionnaire pour Marc Andreessen. Donc un mouvement politique anti-démocratique, anti-égalitariste, anti-progressiste américain. La néo-réaction rejette le progressisme et l'idée d'une histoire qui irait vers une plus grande liberté. Alors ça va nous intéresser. Hein, et ici on lit aussi la philosophie néo-réactionnaire est élitiste et prône un capitalisme débridé. Mais c'est exactement l'élite qu'on peut voir dans le film, dans le téléfilm Harrison Bergeron, hein, et c'est l'élite qu'on imagine derrière Abstergo Industries. Et quand on nous dit que la néo-réaction rejette l'idée que l'histoire irait vers une plus grande liberté, on peut en déduire de facto que ce sont les forces de l'ordre et qui voit toute tentative de liberté, d'émancipation, d'anarchie, etc., comme du chaos. C'est pour ça que moi, en face, je mets les forces que j'appelle de chaos, mais qui peuvent être aussi libératrices pour l'individu, qui sont représentées par les Ashishin, les assassins dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Donc ce patron de Andreessen Horowitz, qui a publié donc sur leur site le manifeste techno-optimiste, c'est intéressant parce qu'il cite, dans les gens qui les ont inspirés, il cite notamment Buckminster Fuller, qui est énormément cité de manière grotesque et souvent comique par Robert Anton Wilson, dont je vous ai très souvent parlé, petite dédicace à Frater. Et regardez toutes les jaquettes de ses livres, hein. Ça parle régulièrement des Illuminati. Il a écrit l'Illuminatus Trilogy, Prometheus Rising, Le chat de Schrödinger, Cosmic Trigger, etc. Et lui, c'était une sorte d'anarchiste, mais intéressé par l'argent quand même. Bon, on n'est pas sans savoir que il se déplaçait très souvent dans sa Rolls avec chauffeur, etc. Il avait des grosses bagouses, etc. Mais au fond, c'était un anarchiste, bon, on pourrait dire de droite, et il cite beaucoup Buckminster Fuller. Alors moi, je trouve ça intéressant, parce que ce Robert Anton Wilson, il était ami avec l'universitaire Timothy Leary, qui lui-même, Timothy Leary, était très intéressé par la cryogénisation, par l'immortalité aussi, donc de facto, et par la modification des sens. Hein. On rappelle que Timothy Leary, alors quelqu'un d'éminemment intéressant, mais il a quand même distribué du LSD à des collégiens et lycéens sur des campus dans les années 50, quand c'était encore expérimental, hein, pour étudier l'effet que ça aurait sur... Bon,
Et on peut imaginer, c'est pas une vision de l'esprit, que Timothy Leary lui-même était proche de gens comme... je sais plus qui c'était d'ailleurs qui avait rédigé le Whole Earth Catalog, Access to Tools, qui était sorti en 68. C'était une sorte d'internet avant l'heure, d'internet sur papier en fait. C'était un méga géant catalogue La Redoute, mais pas seulement. Ça vous expliquait en fait comment réparer votre voiture, comment créer, j'en sais rien moi, un frigidaire sans avoir d'électricité. Enfin, je dis des conneries, mais c'était vraiment ça le Whole Earth Catalog. Et c'était vraiment le précurseur d'Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a marqué Access to Tools, accès à des outils. Et vous vous souvenez, hein, quand on regardait le projet WorldCoin de revenu universel, etc., le projet était développé par l'entreprise Tools for Humanity. Vous voyez, il y a cette idée toujours d'outils. Mais c'est très étrange parce que c'est pour l'émancipation de l'individu. Donc on voit bien qu'il y avait des anarchistes qui étaient derrière la technologie comme Internet, etc. Je pense qu'à la base c'était créé comme quelque chose pour libérer l'individu, mais que ça a été récupéré par ceux qui veulent le contrôle. Ceux qui veulent contrôler les gens, le capitalisme, etc. Donc Timothy Leary était proche de ces gens-là, hein, qui... C'était des sortes de libertariens, d'anarchistes, mais bizarrement intéressés par ce que la technologie pouvait apporter, mais pour l'individu. Et donc était ami avec ce Robert Anton Wilson, qui citait beaucoup Buckminster Fuller. Donc voilà les liens qu'on peut faire quand on s'intéresse à Andreessen Horowitz. Ce Andreessen, il a écrit le manifeste techno-optimiste. Donc la technologie les rend très optimistes. Mais Robert Anton Wilson aussi, hein, il parlait de crypto-espace dès les années 90. Comme potentiellement libérateur pour l'individu puisque décentralisé. Et je répète, hein, c'est les forces de l'ordre qui ont essayé de récupérer le contrôle de tout ça. C'est-à-dire de centraliser ce qui était prévu pour rester décentralisé. Je ne sais pas si je suis clair. Donc après, voilà, faudrait lire ce manifeste hein, qui a l'air intéressant. Alors, il critique par exemple tout ce qu'il appelle le score ESG, toutes ces conneries en fait. Voilà, il dit que ça fait partie d'une démoralisation de masse, de campagne de démoralisation de masse qui dure depuis 6 décades, depuis 60 ans, contre la technologie et contre la vie. Voilà. Donc son ennemi à lui, c'est la bureaucratie, c'est la gérontocratie. Leur ennemi, c'est la corruption, etc. Les cartels. Donc c'est intéressant parce que ça donne une vision de cette droite capitaliste techno-optimiste, mais qui est quand même réactionnaire. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il ne faut jamais être trop schématique quand on parle de nos ennemis ou de nos alliés, parce que les choses sont beaucoup plus complexes et grises qu'on ne peut penser. Hein ? Voilà, donc là on parlait de Marc Andreessen, WorldCoin, et donc ils avaient développé indirectement ce jeu vidéo qui s'appelle Axie Infinity, qui repose sur les NFT, développé par le studio vietnamien Sky Mavis. Son économie en jeu utilise des crypto-monnaies reposant sur la plateforme Ethereum. Donc indirectement, ce jeu est devenu une forme de travail, hein, un peu dissimulé, pour des personnes vivant dans des pays en développement, notamment aux Philippines. 35% environ du trafic. Et la majorité des 2,5 millions de joueurs actifs en 2022. Donc c'est un jeu de combat avec une dimension de commerce permettant aux joueurs de collecter, d'élever, de combattre et d'échanger des créatures appelées Axes, imaginées à partir de l'axolotl, qui est donc un reptilien, je sais pas, une espèce de salamandre. Les créatures sont numérisées en tant que NFT. Donc en fait, vous avez compris que ce jeu, ça fait partie des jeux où il y a de l'argent réel qui est mis dedans, et ensuite vous pouvez en tirer une rémunération, si j'ai bien compris. Hein. Les nouveaux joueurs doivent acheter au moins 3 Axes pour commencer à jouer. Le studio de développement estime que le joueur moyen dépense environ 400 $ pour répondre à cette exigence de départ. Et donc, une fois que les participants ont payé les frais de départ, ils peuvent gagner une crypto-monnaie basée sur l'Ethereum appelée Smooth Love Potion, SLP. Donc ce modèle est décrit comme une forme de jeu d'argent, hein, finalement. Le marché est aussi jugé comme instable et trop dépendant de l'afflux de nouveaux joueurs sous une forme ressemblant à un système pyramidal.
CNBC rapporte que certaines personnes aux Philippines jouent au jeu comme principale source de revenus, bien que les taux de rémunération du jeu soient tombés en dessous du salaire minimum des Philippines en septembre 2021. C'est pour ça que je parlais de néo-esclavagisme, finalement. Ils gagnent même en dessous du salaire minimum. Donc il y a les dangers aussi de ces plateformes. Quelques pirates informatiques en 2022 ont réussi, via de l'ingénierie sociale et une faille de sécurité, à voler sur le site des crypto-monnaies, pour une somme évaluée à environ 615 millions de dollars. Voilà. Donc le studio de développement a annoncé avoir levé 150 millions de dollars pour aider au remboursement. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que parmi les participants à la levée de fonds, on retrouve des acteurs du secteur des crypto-monnaies et ou des NFT, comme par exemple Binance. C'est pour ça que je parle souvent d'un système un peu mafieux derrière le marché actuel des NFT, parce que bien sûr ça permet aussi de blanchir de l'argent. Et c'est étrange, on revient au manifeste de... Ça y est, je sais plus où je l'ai foutu. Du techno-optimiste, là. Il dit qu'il est contre les cartels et la corruption. Alors c'est quand même très paradoxal, parce que derrière des initiatives comme Axie Infinity ou Binance, etc., il y a quand même... on sait qu'il peut y avoir potentiellement du blanchiment d'argent ou des formes de travail déguisé dans le cadre de ce jeu vidéo, ou même des formes oui, d'échange d'argent finalement. Les gens se sont toujours demandé pourquoi il y avait des millions qui étaient dépensés pour vous savez, des images de singes, là, certains NFT qui partaient à des millions de dollars, et que d'autres artistes faisaient des beaux NFT, etc., que personne n'achetait. Ben, c'est parce qu'en fait, ils recherchent des valeurs sûres pour juste se transférer de l'argent. En fait, c'est du découpage ou en blanchiment d'argent. C'est-à-dire que ça permet de diluer la vraie source d'un revenu, etc. Donc oui, il y a eu du blanchiment d'argent dans le secteur des NFT, quoi. Donc oui, il y a de la corruption, et oui, il y a les cartels qui sont là aussi. Donc, on a parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo. Tout ça est lié, j'imagine, vous avez compris de quelle façon. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.